date, 14 juillet. Erika Zemmour, Ville, Strasbourg, Pays France, langue française, cassette numéro 2. Donc vous étiez en train de nous dire que votre tante et votre oncle vous ont demandé s'ils pouvaient venir aussi à Lyon, chez vous, j'imagine. Oui, chez nous, ce n'était pas possible. Oui, nous allions faire tout notre possible pour qu'ils viennent à Lyon, mais nous habitions en 2 pièces et il fallait qu'ils habitent à part. Ma tante était une dame qui portait une... Il ne parlait pas non plus le français, ni l'un ni l'autre. Il parlait uniquement le yiddish. Ma tante était une dame qui portait une perruque. Mon oncle portait une barbe blanche. Donc il se serait fait encore remarquer beaucoup plus que nous, parce que mon père, lui, ne portait pas de barbe. Et ma mère ne portait pas de perruque, elle avait juste un turban sur la tête, ce qui à l'époque était très courant, même chez les non-juifs. Donc nous leur avons... Donc, mon oncle et ma tante, qui entre-temps n'avaient pas pu retrouver faire sortir leur fils du camp du Stalag, et qui entre-temps avaient eu une fille qui avait été déportée, comme travailleuse sociale. Elle travaillait à Lausée au service de secours des enfants, je crois. Et elle a été prise en service un dimanche matin, donc qui a été déportée. Ils sont donc arrivés et nous leur avons trouvé, mais là je saute beaucoup, je crois que j'ai sauté beaucoup. Hein. Ils sont donc arrivés à Lyon. Et nous leur avons trouvé un appartement où ils ne seraient pas déclarés. Un appartement qui était vide, où ils ne seraient pas déclarés. Se posait un problème, ils n'étaient pas déclarés, donc il fallait qu'on le voie le moins possible. D'un autre côté, à Lyon, ça sentait déjà fortement le roussi à l'époque. Ils ne devaient pas sortir, mais quand même, il fallait qu'ils mangent. Il fallait donc que quelqu'un fasse le lien. Alors, comment faire le lien? Alors, il a été décidé que moi, grande fille, je ne sais plus, j'avais peut-être 13 ans, peut-être 14 ans, j'irais faire le lien entre eux. C'est-à-dire, je quitterai mes parents, j'irai habiter avec eux, je continuerai à aller à l'école. En rentrant du lycée, je ferai les courses dans les magasins autour, pas toujours dans les mêmes pour ne pas être repérée. J'amènerai des courses et je vivrai sur eux pour leur acheter tout ce qu'ils avaient besoin et pour faire le lien avec mes parents et pour tout faire. C'est ce que j'ai fait pendant quelque temps. Pourquoi vous dites que vous sautez beaucoup? Pardon? Vous dites je vais trop vite, j'ai sauté beaucoup de choses. Il y a des histoires qui se sont passées avant que la tante et l'oncle arrivent à Lyon? Non, c'était surtout la difficulté de vie de mes parents. C'était la difficulté de vie de mes parents. Mon père, bon, il avait voulu être militaire parce qu'il pensait que ce serait mieux pour sa famille. Il a été réformé, je ne sais pas pourquoi. Ensuite, vous savez, on vivait avec les bruits qui couraient dans la communauté juive. Alors, tout d'un coup, on a entendu dire que, mais si les hommes qui travailleraient, leur famille serait épargnée. Alors, mon père, qui n'avait jamais rien fait de ses mains, est allé travailler comme terrassier. Alors, il rentrait le soir avec des mains ouvertes, et on passait la nuit à lui mettre de la pommade dessus, à lui bander ses mains, et le lendemain, il repartait courageusement. Mais malgré tout, il gardait beaucoup d'humour, parce que le soir, en rentrant, une fois que la porte était fermée, il nous racontait combien les autres, qui ne savaient d'ailleurs pas qu'il était juif, qui pensaient simplement que c'était un maladroit, hein, lui apprenaient comment choisir sa bêche, comment ne pas travailler quand les chefs avaient le dos tourné,
comment ne pas soulever trop lourd pour ne pas avoir trop de pierres à transporter, alors que le résultat était le même. Et il nous racontait ça avec énormément d'humour le soir, pour vraiment ne pas nous inquiéter. Et nous continuions à vivre comme ça. Il a fallu se débrouiller aussi un petit peu. Ma mère ne travaillait pas, nous n'avions plus rien, nous étions 3 enfants, on ne recevait pas d'allocation. On achetait un peu de sucre, on le revendait un peu plus cher en s'en privant. J'avais un petit frère, alors en plus de ça, j'avais un petit frère, un adorable petit frère. Lui, il avait encore droit à l'alimentation était très limitée à Strasbourg, à Lyon. Et lui, il recevait encore un peu de lait. Et nous aussi, on recevait un peu de lait. Alors, on gardait tout ce que nous pouvions, nous le gardions pour le petit frère. Ce qui fait que moi, finalement, je n'ai été élevée qu'avec des topinambours. C'est la seule chose qu'on trouvait en faisant la queue, qu'on trouvait des topinambours. Alors c'était des topinambours en purée, des topinambours en salade, des topinambours sautés quand il y avait un peu d'huile. Ce qui fait même qu'après la guerre, quand la guerre a été terminée, j'ai réclamé des topinambours. C'est ce qu'on donne à manger aux cochons, mais je voulais des topinambours. On n'en trouvait même plus, mais je voulais des topinambours. Je ne pouvais plus rien manger d'autre que des topinambours. C'est ridicule, mais c'est comme ça. J'ai mis longtemps, des mois, pour ne pas dire des années, à souhaiter pouvoir manger des topinambours. Bon, et alors pendant cette période-là, nous vivions dans des conditions tout à fait effarantes que nous n'avons appris que par la suite. C'est-à-dire que l'appartement où nous habitions, le propriétaire, lui, travaillait avec les Allemands et le fils avec les Français. C'est-à-dire que, et nous le savions pendant longtemps, nous ne le savions pas. Nous avions bien remarqué qu'il y avait quelque chose de curieux, qu'il y avait des camions qui venaient, des camions bâchés, etc. Mais nous ne savions pas quoi. Et puis nous avions vécu dans ces conditions, mais ils ne nous ont pas dénoncés. À aucun moment, ils ne nous ont dénoncés. Bref, je reviens donc au moment où je me suis retrouvée chez mon tante. Ça, c'était les conditions dans lesquelles on vivait, c'est-à-dire des conditions extrêmement dangereuses. Alors, de temps en temps, on entendait qu'il va y avoir une rafle cette nuit. Alors, les hommes partaient. Ou alors, par exemple, tous les soirs, nous nous couchions. Ma mère nous mettait ensemble 2-3 lits. Nous nous couchions tous ensemble. Et chacun avait un petit baluchon à côté de lui, dans lequel il y avait une pomme, un sandwich, un morceau de chocolat, 2 morceaux de sucre, une petite culotte et une paire de chaussures de rechange, au cas où les Allemands viendraient nous chercher la nuit. Donc on vivait déjà dans cette hantise. Quand il y avait une alerte, on descendait dans la cave, mais on n'emportait pas ça. Mais toutes les nuits, on était prêtes à avoir chacun un petit baluchon pour l'emporter au cas où les Allemands viendraient nous chercher. Bon, bref, moi j'ai donc été catapultée chez ma tante et je faisais en même temps l'école et le lien avec mes parents. Et je faisais tout ce que je pouvais pour ma tante et mon oncle. Et puis un soir, je me rappelle très bien. J'étais assise à la table de 30 pièces et je faisais mes devoirs. Il n'était pas tard, il devait être 9 heures. On a entendu frapper à la porte. Alors, on s'est commencé par se dire, on a tout de suite compris. Mais enfin, personne ne nous connaissant dans la maison, personne ne nous les ayant jamais vus. Curieusement, ce soir-là, il y avait dans l'appartement ma tante, mon oncle, moi, bien sûr, une de leurs filles, et mon cousin qui venait d'être libéré, qui faisait de la résistance, qui était en mission, qui était de passage pour une mission, je ne sais pas où, parce qu'il nous pas où pour quelques heures, et qui avait juste le temps de venir embrasser ses parents au bout de toutes ces nombreuses années. Nous étions tous dans cet appartement. On a frappé, on s'est regardé, on a blanchi, on avait compris. Et mon cousin a tout de suite dit, si vous avez une chance d'en être quitte, pour moi, le compte est bon.
Il s'est approché de la fenêtre, mais c'était un 5e étage. Il m'a dit, c'est pas la peine. Si je me jette par la fenêtre, de toute manière, je m'écrase. Si je vais sur les toits, de toute manière, je suis en pleine visibilité. Donc, on ne peut rien faire. Il a refermé cette fenêtre. Et je ne sais pas qui, pensant que les Allemands étaient repartis, est allé donner un tour de clé tout léger à la porte. Seulement, ils étaient là. Et ils ont entendu. Et à ce moment-là, ils ont commencé à hurler. Bon, on vous entend, c'est pas la peine, vous êtes là, ouvrez. On ne bougeait plus. On n'ouvrait pas. Ils ont commencé à taper la porte, à taper dans la porte, à donner des coups de pied dans la porte. Cette porte ne bougeait pas. Alors, mais ils ont tapé pendant très très longtemps. Et personne dans la maison n'a bougé. C'est ça qui est tout à fait extraordinaire. Ce qui était extraordinaire, personne n'a bougé. Et au bout d'un moment, ils ont, là de taper, ils ont dit, bon, eh bien, on va chercher un serrurier. Et ils sont partis. Ça a duré assez longtemps. On ne savait pas s'ils allaient revenir ou pas. Mais ils sont revenus. Et le serrurier lui-même a eu du mal à ouvrir cette porte. On les entendait hurler, se déchaîner là derrière cette porte. Et finalement, avec un dernier coup de botte, la porte a cédé. Alors ils sont rentrés, mais comme des furies, hein. Comme des furies en hurlant. Ils étaient déjà énervés de l'attente. Ils étaient furieux d'avoir eu besoin d'attendre. Et finalement, on était là, tous là. Alors, il y avait un Allemand et 2 Français. On les reconnaissait à leur uniforme. Immédiatement, un des Allemands a saisi la barbe de mon oncle, qui était un homme âgé, et l'a traîné comme on traîne, je ne sais pas moi, même pas un chien, même pas un cheval, comme on traîne comme ça à travers tout l'appartement. Il a fait je ne sais pas combien de fois le tour de l'appartement, en le traînant toujours, il disait der Jude Isaac, le juif Isaac, regardez le juif Isaac. Je ne comprends pas comment mon oncle a tenu le coup. Il le tenait comme un chien en laisse, il le faisait courir autour de l'appartement. Un autre s'est immédiatement acharné sur mon cousin en le donnant des coups de botte dans les parties, sur la tête et dans les parties surtout, et d'entendre tout le monde hurler. C'est-à-dire que ces 3 heures d'hurler, mon cousin hurlait parce que ça devait faire mal, on entendait les coups pleuvoir, c'était vraiment... On ne pouvait pas dire un mot, on ne savait pas quoi dire, c'était bestial. Et alors, le 3e, il a sorti son pistolet, il l'a dégainé, il l'a posé contre ma joue, là. Je sens toujours encore cette place froide. Et il me dit, toi, si tu bouges, ton compte est bon. Et effectivement, je me suis transformée en statue de sel. Je ne suis pas tombée, je ne sais pas par quelle force, mais on tient, vous savez, on ne sait même pas par quelle force on tient. C'est pas raisonné, c'est pas réfléchi. On est vraiment une statue, j'étais vraiment une statue de sel. Je n'aurais pas pu bouger, pas pu émettre un mouvement, pas pu cligner des cils, rien. J'étais là, je regardais, j'entendais, je ne bougeais pas. Alors je regardais les coups pleuvoir, je regardais la cavalcade de mon oncle et de ce fou furieux, et je regardais mon cousin qui, tantôt à genoux, tantôt debout parce qu'on le relevait, tantôt il retombait, et les coups qui pleuvaient, qui pleuvaient, qui pleuvaient. Et j'avais toujours ce revolver. Et à un moment donné, mais ça durait longtemps. Je crois que le policier lui-même était fatigué de taper. Il n'avait plus la force de taper. Il ne pouvait plus taper, mon cousin. Alors, il a pris une malle pour taper plus fort, parce qu'à ce moment, mon cousin s'était redressé. Seulement, malheureusement, avec la malle, malheureusement, heureusement, je ne sais pas,
Avec la malle, il est tombé sur le lampadaire. Et il y a eu un court-circuit dans la maison. Tout est devenu sombre. Alors, la cavalcade s'est arrêtée. Moi, j'avais toujours mon revolver. Mais pendant un moment, les Allemands, ils ont été eux-mêmes surpris par ce qui venait de se passer et ils ne savaient pas quoi faire. Seulement, il faisait sombre. Alors, ils ont décidé de tout arrêter et d'emmener les hommes. C'est-à-dire mon oncle et bien sûr mon cousin. Ah oui, j'ai oublié de dire que pendant qu'il tapait mon cousin, chaque coup qu'il recevait était accompagné d'une question, à laquelle je crois qu'on n'attendait même pas une réponse, mais simplement. Ah oui, tu es médecin. Alors, combien d'Allemands tu as empoisonnés? Je n'ai pas été longtemps dans le service, mais ça, j'ai surtout fait la résistance. Ah oui, tu as été dans la résistance. Alors combien de résistants tu as sauvés? Et chaque coup était un coup accompagné d'une question, soit sur les Allemands qu'il avait tués, soit sur les résistants qu'il avait sauvés. C'était des hurlements vraiment terribles. Bon, alors il faisait noir et ils ont décidé d'emmener les hommes. Puis ils se sont ravisés. Mon oncle, vraiment, à l'âge qu'il avait, avec ce qu'il venait de lui faire subir, ne présentait pas grand intérêt. Hein. Alors ils allaient au moins emmener mon cousin. Et le cousin, je l'ai entendu descendre, nous l'avons entendu descendre les escaliers. C'était un 5e étage. Hein. À chaque fois, X fois pendant la descente, il recevait des coups. Chaque fois il tombait, chaque fois on le relevait, chaque fois il... Quand il est arrivé au bout des escaliers, il a poussé un seul cri, il a dit une seule chose. Il s'est retourné vers le haut, il a dit au revoir, maman. Nous l'avons bien sûr jamais revu. Quand ils étaient dans les escaliers, les Français, parce qu'eux ils parlaient français, ils disaient tout le temps, mais la jeune fille, on l'emmène aussi. Et c'est l'Allemand, je dois le dire, c'est l'Allemand qui a dit non, emmenons seulement les hommes, laissons-la. C'était moi. Et pendant toute la descente, la question était là. Les uns voulaient, les Français voulaient m'emmener. L'Allemand disait non, on la laisse. Et ils sont arrivés à se mettre d'accord, puisque c'est l'Allemand finalement qui avait la priorité dans ses décisions, parce qu'il a dit, on va la laisser ici cette nuit, on a assez de l'homme, on viendra la chercher demain matin. Et ils sont partis, nous sommes restés encore un moment. On ne savait pas quoi dire, on ne savait pas quoi penser, on ne savait pas quoi faire. Alors le problème, il était toujours, nous savions, c'était connu, que quand ils prenaient un membre de la famille, ils allaient immédiatement, ils faisaient le circuit des autres membres de la famille. C'est-à-dire, logiquement, ils auraient dû continuer et aller chez mes parents. Seulement, autant que je me souvienne, ils n'avaient pas pris ma carte d'identité, j'avais ma pièce d'identité dans... Enfin, d'où eux, ils avaient leurs adresses, ça nous ne le savions jamais, n'est-ce pas? Ils n'avaient pas pris ma carte d'identité. Seulement, qu'allait-il faire? Logiquement, j'aurais dû aller prévenir immédiatement mes parents pour qu'ils quittent l'appartement. Seulement, c'était couvre-feu. Alors, sortir à cette heure-là de la nuit, c'était à coup sûr me faire prendre. Et me faire prendre, c'était juif, la piste était vite remontée. Donc, obligatoirement, il fallait que je passe la nuit dans cet appartement. Allait-il revenir me chercher? Allait-il aller chez mes parents?
qu'allait-il se passer? Il fallait que j'attende jusqu'à 6 heures du matin, il n'y avait rien à faire. Il n'était pas question de dormir. Quand j'ai été débarrassée de ce carcan qui m'enveloppait depuis qu'ils étaient arrivés, et depuis que j'avais ce revolver sur ma joue, j'ai commencé par les vomir. Et au-dessus des WC, je me demandais toujours, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Et machinalement, j'ai sorti ma carte d'identité, je l'ai déchirée, je l'ai vidée dans les WC. Pourquoi j'ai fait ce geste-là? Je n'en sais strictement rien. Et je suis revenue et j'ai dit à ma cousine, écoute, je crois que je viens de faire une autre bêtise, je viens de déchirer ma pièce d'identité. Qu'est-ce qu'on pouvait me dire? On ne pouvait rien me dire. Avais-je bien fait? N'avais-je pas bien fait? C'était un réflexe machinal. Je suis donc restée dans l'appartement, j'ai dit 6 heures du matin, je crois que c'était 5 heures, le lever du couvre-feu. Je ne sais plus si c'était 5 heures ou 6 heures le couvre-feu, la fin du couvre-feu. Mais ensemble, nous avions décidé que dès que le couvre-feu serait terminé, je prendrais mon sac à dos sur l'épaule, parce qu'à l'époque, on portait des sacs à dos sur l'épaule, et au lieu d'aller à l'école, j'irais dans l'appartement, j'irais voir si mes parents étaient là, mais que je ne monterais pas chez eux, que j'allais siffler en bas dans la rue, avec l'espoir qu'ils reconnaîtraient et que finalement ils s'approcheraient de la fenêtre s'ils étaient là. Le risque était grand, ma cousine m'expliquait, le risque est très grand, parce que, je ne sais plus si c'est 5 heures ou 6 heures du matin, mais une petite fille de ton âge qui se promène avec un sac à dos, un sac d'école dans la rue, si tu rencontres une patrouille d'Allemands, de toute manière, elle va t'arrêter. Mais enfin, est-ce que tu veux risquer? Oui, je voulais risquer. Je suis donc partie avec mon sac à dos. Et arrivé devant, c'était à l'autre bout de la ville, il me fallait une bonne demi-heure pour arriver chez mes parents. En arrivant devant chez mes parents, je me suis mise à siffler sur l'autre côté du trottoir. Alors j'ai sifflé. J'ai sifflé, personne n'a répondu. Il était tôt le matin. J'ai sifflé, j'ai sifflé, j'ai sifflé, jusqu'à ce que ma mère est quand même venue à la fenêtre. Elle a été toute surprise. Je lui ai demandé, tu es seule? Non, papa est là. Et mais toi, mais qu'est-ce que tu fais dans la rue à Cersei? Pourquoi tu viens? J'ai besoin de te parler. Je peux monter? Ben, bien sûr, tu peux monter. Mais tu es sûre que tu es seule? Tout d'un coup, j'ai eu peur de monter. Devant la maison de mes parents, tout d'un coup, bien que ma mère m'affirmait qu'elle était seule et que je voyais qu'elle ne savait rien du tout, j'ai eu peur de monter. Alors finalement, elle est arrivée à me convaincre, je suis montée et je leur ai tout raconté. Voilà, alors nous étions donc tous, il n'était plus question qu'ils restent dans cet appartement. Alors, ils se sont dispersés dans la nature, je ne sais pas où, je ne les ai pas revus. Et moi, que devais-je faire? Il n'était pas question que je retourne à l'école. Je ne savais pas où aller. Je suis retournée chez ma tante et mon oncle. Je ne savais pas quoi faire de moi. Mes parents m'ont dit, tu ne peux pas rester avec nous, tu es dangereuse pour toi et pour les autres. J'arrive chez mon oncle et ma tante, ils me disent, mais tu ne peux pas rester avec nous. Tu ne te rends pas compte? Est-ce que tu n'as pas été suivie et tout ça? J'ai dit, mais oui, mais qu'est-ce que je peux faire? Tout le monde voulait de moi, mais tout le monde, on ne savait pas. J'étais et dangereuse pour tout le monde et dangereuse pour moi-même. Enfin, je suis quand même restée chez ma tante et mon oncle. Et c'est à ce moment-là que ma cousine a décidé que je ne pouvais plus rester en France, que j'étais en danger, que j'étais un danger, et que quoi qu'il arrive, il fallait que le plus rapidement possible, je quitte la France. Mais ce n'était pas évident, hein. On n'avait pas de relation, on ne savait pas où s'adresser. Comment elle s'est débrouillée, je ne saurais pas vous le dire. Mais en 36 heures, je partais. Et avec mes petits frères. Je suis donc restée chez ma tante et mon oncle. Comme je ne voulais voir personne, j'étais très choquée, et que je ne voulais plus voir personne, et que je ne voulais plus parler à personne, et qu'eux-mêmes ne voulaient pas me choquer davantage. Tout ce qui a été fait pendant ces 36 heures, moi j'ai été mise dans une pièce à part, et de temps en temps, on venait simplement me dire, peut-être que tu partiras en Suisse, peut-être que tu ne partiras pas et que tes frères partiront, on n'est pas arrivé à retrouver tes parents, ou bien, enfin, rien que des nouvelles comme ça qui filtraient, mais sans qu'on sache exactement me dire à aucun moment, d'ailleurs personne ne le savait, ce qu'on allait faire, et de moi.
Il faut quand même que je dise que si mon tante et mon oncle, si les Allemands sont venus cette nuit-là chez ma tante et mon oncle, c'est pas qu'eux-mêmes étaient recherchés. Nous ne savions pas. Ils étaient dans l'appartement d'un juif qui, lui, avait quitté parce qu'il était recherché. Et c'est lui qu'on était venu chercher. Et ça, nous ne le savions pas. Et nous avions été mis dans cette... Et voilà comment les choses s'étaient passées. Donc, quand même, pendant ces 36 heures, pendant lesquelles je ne pourrais pas vous dire exactement comment j'ai vécu, ça a quand même organisé un voyage. J'ai été adjointe à un groupe qui partait le lendemain pour la Suisse. Dans ce groupe, quand ma cousine est allée nous inscrire, c'était avec le rabbin Sami Kalain, je ne sais pas si vous en avez entendu parler à l'époque, qui a été lui-même pris après dans quelques convois plus tard, qui faisait partir des enfants suisses. Le problème était que j'étais à la limite de l'âge pour faire partie des groupes d'enfants. Seulement, ma cousine a beaucoup insisté en disant, voilà, elle a été déjà entre les mains des Allemands, vous la remettez quasiment entre les mains. Elle leur a mis ça à cœur, et à cause des petits frères, ils ont quand même accepté. Et j'ai donc eu la chance de pouvoir partir en Suisse sans avoir revu mes parents d'ailleurs, et sans savoir où ils étaient. C'est ma cousine qui a donc fait toutes les démarches. Et je me rappelle un soir où elle m'a, donc c'était à peu près 36 heures après, où elle m'a pris par la main. Elle m'a dit, on va aller chercher je vais aussi aller récupérer tes deux frères. Et tous les trois, je vais vous emmener dans un endroit où on va vous donner des nouvelles cartes d'identité. Il faut que tu saches qu'à partir de maintenant, tu ne connais plus personne, tu ne connais plus ton nom, tu n'as pas de nom, tu n'as plus de parents, tu ne te souviens de rien de ta vie, tu ne te reviens même pas de ton nom, tu ne te souviens de personne, tu vas être une nouvelle personne et tu vas faire exactement ce qu'une autre personne, que je ne connais d'ailleurs pas moi-même, mais en qui il faut que tu aies confiance, te dira de faire. Il faut que tu le fasses pour toi et il faut que tu surveilles surtout ton petit frère. Encore une fois, une très grosse responsabilité. Et ça s'est passé comme ça. On est arrivé dans cette grande salle où il y avait déjà beaucoup d'enfants de réunis. Elle était sombre, elle était noire, il ne devait pas y avoir de lumière. J'ai été présentée à une dame qui m'a demandé comment je m'appelle. Elle m'a dit, mais non, tu ne t'appelles pas comme ça, voilà comment tu t'appelles. Parce qu'il fallait choisir un nom dont les deux premières lettres, dont la lettre du prénom et la lettre du nom de famille correspondaient au prénom réel. Ceci au cas où on aurait trouvé, me faisant quand même prendre, on aurait trouvé sur moi, ne serait-ce qu'un mouchoir, un stylo, une étiquette avec ses initiales. Donc on m'a choisi un nom et ce nom je vais le retenir. Mais ce nom je n'arrivais pas à le retenir. C'était comme un fait exprès, je ne voulais sans doute pas le retenir. Je n'arrivais pas à le retenir. Alors tout le temps, on m'a rabâché, Claude Janin, et tu es né à tel et tel endroit. Et ce nom d'endroit, je n'ai jamais su où j'étais née. Et on nous avait dit, et très rapidement, il fallait que ma cousine parte, et on m'a, comme dans un troupeau, on m'a mis avec tous les autres enfants, on devait attendre là, jusqu'à ce qu'il fasse, on nous a dit, vous devez attendre là jusqu'à ce qu'il fasse tout à fait nuit, et on viendra vous chercher, et vous aurez d'autres instructions. Alors on était là, et la nuit tombait, et il faisait nuit, et il faisait sombre, et j'essayais de me répéter tout le temps mon nom. Mon nom, mon nom, mon nom. Je disais, au moins je me rappelle mon nom, tant pis si je ne sais plus où je suis née, mais je me rappelle mon nom. Alors je le rappelais, puis je l'oubliais, et puis je le rappelais. Et quand il a fait très très nuit, effectivement, il y a un monsieur qui est venu, et qui nous a dit, voilà, c'est moi qui viens vous prendre, c'est maintenant que ça va commencer. Vous devez marcher sans faire de bruit, à la queue leu-leu, en vous tenant chacun au pan du manteau de l'autre. Vous suivez l'autre sans savoir où vous allez, mais vous allez vous retrouver dans un camion. Dans ce camion, il faudra vous mettre à plat ventre
une bâche viendra vous recouvrir, et de là, vous n'avez le droit ni de parler, ni d'éternuer, ni bien sûr de pleurer. Et vous restez là jusqu'à ce qu'on vous dise de sortir. On va changer de cassette. Lérette Josso, intervieweur Éric Zemmour, Ville Strasbourg, Pays France, langue française, cassette numéro 3. Alors, vous sortez pour aller dans le camion. Oui, nous sommes donc dans le camion. Quand nous sommes sortis du camion, toujours dans la nuit noire, hein, toujours sans lumière, il y avait là plusieurs moniteurs qui s'occupaient donc de l'organisation de ce départ. Nous étions pas loin de la gare. Et on nous a fait rentrer dans un espèce d'enclos, ou en hall de gare, je ne sais plus exactement, où on nous a dit, voilà, maintenant, chaque grand va prendre sous sa protection un ou deux petits. Vous allez, la gare est à telle, et on nous a montré où se trouvait la gare. Le train se trouve, et qui devra vous emmener, c'est le train, il se trouve sur le premier quai. Il y a déjà beaucoup de gens qui attendent sur cette gare, sur ce quai. Par petits groupes, on nous avait donné juste un tout petit baluchon, puisqu'on avait chacun un tout petit baluchon. Vous allez avoir votre petit baluchon, et chacun d'entre vous, avec chaque aîné, avec le un ou le deux petits qui l'accompagnent. Moi, j'avais donc mon petit frère et encore une petite fille que des gens qui m'avaient reconnue, qui connaissaient donc mes parents, a dit, écoute, toi qui es une grande, occupe-toi aussi de notre petite fille. Donc, et vous allez vous approcher, chacun de petits groupes de 2 ou 3 coups faits, vous vous approcherez en attendant que le train arrive, vous allez vous approcher de familles qui ont elles-mêmes déjà des enfants. Pour que, quand les Allemands, parce que les Allemands faisaient des va-et-vient sur le quai, en faisant des va-et-vient, croient que vous faites partie de la famille. Donc, vous faites discrètement, vous approchez d'eux, vous bavardez entre eux pour que les Allemands croient. C'est ce que nous avons fait. Et tous, nous avons repéré des familles qui avaient des enfants. Et nous nous sommes intégrés à ces familles. Et les familles n'ont rien compris du tout, pensant que nous attendions nos parents, nous laissaient faire. Mais nous savions exactement où nous devions monter, où nous devions nous regrouper. Et quand effectivement le train est entré en gare, j'ai pris les deux petits que je devais surveiller, et nous sommes montés dans le train. Nous avons traversé quelques compartiments jusqu'à ce que nous sommes arrivés au compartiment où se trouvait la monitrice qui devait nous guider. C'était déjà un soulagement. Et en même temps, c'était une peur, parce qu'elle nous a immédiatement prévenu que rien n'était gagné, que c'était bien ce que nous avions fait, mais que rien n'était gagné, qu'il pouvait y avoir des contrôles d'allemand, des contrôles de papier pendant le voyage, et qu'obligatoirement, nous devions donner nos fausses cartes d'identité et donner les références qui étaient sur nos cartes d'identité. Alors à nouveau, je ne savais plus comment je m'appelais. C'était vraiment, ça devenait une hantise chez moi. Je ne savais plus comment je m'appelais. Et au fur et à mesure que le voyage se déroulerait, on nous donnerait des instructions. On avait un voyage, je ne me rappelle plus de combien de temps c'est en train, mais enfin, le voyage en train, c'est celui qui était le plus facile, parce que finalement, nous n'avons pas été contrôlés dans le train. Mais avant d'arriver, on nous a donné un petit sandwich. En fait, tout était fait pour que, s'il y avait un contrôle, on ait l'impression qu'on faisait un voyage. On nous faisait chanter dans le train aussi, comme si on avait le cœur. On nous faisait chanter des chants d'enfants, des chants de mouvements de jeunesse, tout ça. C'était bien. Mais on nous avait prévenu qu'une fois que nous sortirions de la gare, là, il fallait vraiment montrer beaucoup de cran, et qu'à ce moment-là, nous devions faire comme si nous étions une colonie de vacances. Et on nous avait dit, et automatiquement chanter des chants de colonie de vacances en marchant d'un pas saccadé et très sûr de nous. Et 2 par 2 pour que ça fasse vraiment colonie de vacances. Et c'est ce que nous avons fait. Et bon, là, à partir de là, on a passé très fièrement, donc devant les Allemands qui étaient à la sortie de la gare.
Et on a chanté, on a marché, et puis rien ne s'est passé. Et puis on a marché, on savait qu'on devait marcher jusqu'à un certain endroit où un passeur devait venir nous chercher. Mais on était encadré par les moniteurs, donc on n'avait plus peur. Et ce hangar était, je ne sais pas combien de temps on a marché, peut-être 1 heure et demie. Et dans ce hangar, les moniteurs ont dit, là, nous vous lâchons, ce n'est plus de notre... C'est plus notre domaine, je crois que c'était déjà une autre zone qui commençait, mais dans une petite demi-heure, vous allez être pris en charge par le passeur qui, lui, vous fera passer la zone dangereuse, mais qui vous donnera toutes les instructions. Alors nous étions là, je ne sais pas, une cinquantaine d'enfants. Une demi-heure s'est passée, 1 heure s'est passée, 2 heures se sont passées. La nuit a commencé à tomber, la nuit est arrivée. On n'avait pas de passeur. Alors on a de nouveau la peur. Mais que faire? Où aller? On ne savait même pas exactement où on était, on ne savait pas ce qu'on devait faire. On n'avait pas le choix, on a continué à attendre jusqu'à ce que tard dans la nuit, on a enfin entendu une voix d'homme. C'était notre sauveur, c'était le Messie, c'était une voix d'homme. Il dit, c'est nous, je m'excuse, on a été retardés, on a eu des problèmes, on n'a pas pu venir comme on pouvait, mais c'est nous, vous pouvez avoir confiance, on va vous donner des instructions, on va tout de suite faire le nécessaire, on va se mettre en route. Alors, on a recommencé à marcher dans les zones dangereuses. Chaque grand était entouré de 2 petits. Le passeur était avec nous. Il nous faisait passer les endroits dangereux en nous prévenant. Il y avait des barbelés à passer, il y avait des petits cours d'eau à passer. Il fallait les passer comme on était. On s'ouvrait les 2 genoux. Moi, j'avais les 2 genoux ouverts, ensanglantés, mais qui est-ce qui avait le temps de s'occuper de ça, hein? Il fallait marcher jusqu'à ne plus pouvoir marcher. Et il faisait nuit, on traînait les petits. Mais on avait confiance parce que cet homme était avec nous et puis on avait l'impression qu'on allait être sauvés. Alors on a marché pendant longtemps. Et puis tout d'un coup, le passeur nous a dit, voilà, j'ai fait mon travail. À partir de maintenant, il faut que vous vous débrouilliez tout seul. C'est-à-dire, toute la partie dangereuse, la partie découverte, le no man's land, nous ne pouvons pas être responsables de vous. Mais c'est là que vous risquez de rencontrer les Allemands, de vous faire abattre par les Allemands, mais avec un peu de chance, vous pouvez aussi vous en tirer. Alors que faire? Il nous a indiqué le chemin. C'est tout droit. Vous courez, tout droit, sans vous arrêter. Vous entendez des coups, on crie après vous, n'importe quoi, vous courez, vous continuez à courir. C'est ce qu'on a fait. On a couru. On a couru, jusqu'à ce que, dans une place entièrement découverte, hein. Et de temps en temps, on entendait des aboiements de chiens, on ne savait pas ce que ça signifiait. Il nous est arrivé aussi d'entendre un ou 2 coups de fusil, on ne savait pas à qui ça s'adressait. On nous a dit de courir, on courait. Alors, vous voyez une cinquantaine de gosses qui étaient lâchés dans la nature. Mais le no man's land, c'est quelque chose où on ne peut pas s'imaginer ce que c'est qu'un no man's land. No man's land, c'est vide. C'est une prairie, enfin, même pas, il n'y a pas de l'herbe partout, mais c'est un endroit, c'est vide, il n'y a rien devant, il n'y a pas de maison, il n'y a pas d'arbre, il n'y a rien, c'est vide. Il y a le ciel, il y a la terre, il y a tout, c'est tout. Et vous voyez bien, vous ne savez pas vers où aller. C'est à l'infini. Et quand même, quand on a eu fini de traverser, tout d'un coup, on s'est trouvé devant des postes, devant des guérites. Et devant ces guérites, il y avait des hommes qui étaient en costume. Et ces costumes, pour moi, ils ressemblaient à des costumes allemands. Étrangement à des costumes allemands. Alors je me suis amusée à hurler, on nous a eus, on est arrivé chez les Allemands, on s'est certainement trompé de chemin, on est arrivé chez les Allemands. On va rebrousser chemin. Mais on ne pouvait pas rebrousser, on était crevés, Alors, on a continué. Alors, ces personnes qui nous ont entendus ont quand même dit, mais non, vous êtes en Suisse. Et ça, c'est pas moi, parce que moi, ils m'auraient tout fait. Et vous êtes en Suisse. On n'est pas en Suisse, vous êtes des Allemands, vous avez des costumes allemands. Mais non, on n'est pas des Allemands, mais on sait parler l'allemand, et nos costumes ressemblent à des Allemands.
Alors moi j'ai dit aux autres, c'est pas vrai, ce ne sont pas des Allemands, ce sont pas des Suisses, on est tombé chez des Allemands. Je disais toujours, on va rebrousser chemin. Alors il m'a dit, bon, tu veux rebrousser chemin? Rebrousse chemin. Alors j'ai dit que ceux qui veulent venir avec moi me suivent. Alors on était un groupe, on va rebrousser chemin. Et lui il me dit, rebrousser chemin? Il me dit, mais tu entends ces chiens qui aboient. Ce sont des chiens, ça ce sont des chiens d'Allemands. Moi je ne croyais pas, hein. Je commençais à courir. Et les petits qui suivaient. Et ensuite on a entendu des coups de fusil. Il dit, tu entends des coups de fusil? C'est peut-être un autre groupe d'enfants qui vient de se faire prendre par des Allemands. Mais nous, on n'est pas des Allemands. Il dit, où tu veux aller maintenant? Tu cours, mais où tu veux courir? Tu veux rebrousser chemin pour aller où? Alors, je me suis jetée par terre. J'ai dit, tant pis. Et ils ont dit, alors à ce moment-là, ils ont dit, eh bien maintenant, donne-nous tes papiers. Et tous, donnez-vous vos papiers. Alors, on a tous sorti nos faux papiers. Et cet homme les a regardés, il a vu nos noms, il dit non, c'est pas ça les papiers que je veux les autres papiers. On a dit, mais on n'a pas d'autres papiers. Il dit, c'est pas vrai, vous avez des autres papiers, il faut que vous me les donniez, il faut que vous me croyiez, il faut que vous nous les donniez, parce que sans ces papiers, on ne sait pas quoi faire de vous. Vous savez, je raconte ça très vite, mais ça durait très très longtemps. Hein. Ça durait longtemps jusqu'à ce qu'on soit convaincu, jusqu'à ce qu'on veuille. Et finalement, on s'est quand même laissé convaincre. On s'est tous mis par terre, on s'est tous assis par terre. On a commencé à découdre les doublures de nos manteaux. Parce que dans les doublures de nos manteaux, nous avions caché nos vrais papiers d'identité. Ils ont dit oui, c'est bien ça que nous voulons. Et à ce moment-là, ils nous ont fait passer les uns après les autres. Nous étions effectivement en territoire suisse. Et ils nous ont inscrits sous nos vrais papiers, bien sûr. Et là, on a commencé un vrai interrogatoire, bien que je pense que la nuit a passé à l'interrogatoire, hein, le vrai interrogatoire. On nous a inscrits, et de là, on nous a fait passer ce qu'on appelait dans les camps de transit. C'était des camps qui étaient des camps militaires, qui étaient occupés par des militaires, et dans lequel notre rôle était juste aux aînés de déplucher des légumes pour les militaires. On épluchait toute la journée des légumes pour les militaires, mais nous-mêmes, nous ne recevions que du chou, des salades de choux, et surtout beaucoup de poux. On a tout de suite, après la première nuit, on a tout de suite attrapé plein de poux, et notre occupation principale, c'était de s'épouiller. Parce qu'évidemment, le lendemain, ils se sont rendus compte, parce qu'on n'avait que des paillasses pour dormir dessus. Donc il y avait tellement longtemps qu'on n'avait pas dormi, qu'on a merveilleusement bien dormi sur ces paillasses pleines de poux. Hein. Mais le matin, on était plein de poux, on nous a tous rasés, garçons et filles. Et nous sommes restés dans ce camp de transit où nous étions très heureux, parce que nous n'avions plus peur. Parce que tout d'un coup, il n'y avait plus de peur. Moi, j'avais plus peur. J'avais rien. Il y avait de la soupe aux choux, il y avait des poux. On pouvait aller jusqu'au barbelé pour bavarder un peu avec les Allemands, avec les soldats suisses qui, quand ils n'avaient rien à faire, nous parlaient gentiment. On était seuls au monde. On n'avait pas peur, on savait plus ce que c'était que la peur. Ce carcan de peur, cette masse de peur qui nous enveloppait continuellement, n'était plus là. On pouvait s'adresser à tout le monde. C'était quelque chose de merveilleux. Alors on est resté dans ce camp pendant un bout de temps, mais franchement, je dirais que j'étais très heureuse. C'était peut-être pendant la guerre, c'était peut-être ma période de guerre la plus heureuse, ces quelques semaines où j'ai passé là-dedans. Et puis, une fois que les problèmes de papier étaient réglés, on nous a mis dans des camps, la Croix-Rouge suisse, ou alors on a commencé à nous donner correctement à manger, où nous avions des douches, où nous étions encadrés par des moniteurs, où nous faisaient mener vraiment une vie de jeunes. Hein. On était encadrés par M. Polacek, je ne sais pas si vous avez connu, c'était beaucoup occupé aussi pour faire passer les enfants en Suisse. Et vraiment, on était bien encadrés. Vous avez dit comment, les noms? Polacek, je crois qu'il s'appelait, ou Poliakov, ou quelque chose comme ça. Et on était vraiment très, très bien encadrés, et vraiment, c'était vraiment le rêve suisse. Bon, on n'avait pas nos parents, mais enfin, on était jeunes, et
notre peau était sauvée, je ne sais pas très bien comment on raisonnait, mais enfin, on était vraiment bien dans ce camp. Seulement dans ces camps-là, on ne pouvait pas rester, c'était des camps de passage aussi. Hein. Et de ces camps-là, en principe, de ces camps-là, on devait être partagé, comme on ne savait pas combien de temps la guerre allait encore continuer et combien de temps on devrait rester en Suisse pour que les années scolaires ne soient pas perdues, on devait être partagé en suivant notre âge, suivant qu'on était garçon ou fille, suivant qu'on était religieux ou pas religieux, dans ce qu'on appelait à l'époque des maisons d'enfants juifs, des maisons de refuge d'enfants refugiés, où on était très très bien et où on pouvait suivre une scolarité. Scolarité normale et enseignement religieux et vie juive, hein, donc c'était vraiment très bien. Et donc, moi, mes deux frères, là-dedans, on est resté longtemps. Et donc, mes deux frères ont été, comme ils étaient plus jeunes que moi, ont été mis dans une de ces maisons d'enfants. Et ils étaient ensemble. Et ils gardent des souvenirs tout à fait extraordinaires. C'était tout à fait merveilleux. Mais moi, j'avais 1 an de plus. Et en Suisse, il y avait des personnes. Bon, tout ça, c'est la Suisse qui le payait. Et en Suisse, il y avait aussi des familles juives qui avaient le droit de prendre des enfants réfugiés chez eux en leur garantissant la même chose qu'ils auraient pu trouver dans une maison juive. C'est-à-dire, ils s'engageaient à leur faire mener une vie familiale, une vie équilibrée, une vie scolaire, enfin une vie d'enfant jusqu'à ce qu'on puisse retrouver nos parents. Et malheureusement, et je dis bien malheureusement, j'ai été choisie par une de ces familles. Un jour, on était comme du bétail. Hein. Quand on raconte les histoires de Noirs qui sont choisis, oui, on était comme du bétail. Hein. On était choisis, une famille juive est venue, un homme est venu, il m'a choisi hein, parce que j'étais grande, j'étais maigre, j'étais pas mal physiquement, etc. Il m'a choisi. Hein. Il m'a donc choisi et il s'est engagé, il m'a dit, moi j'ai 2 petites filles qui ont à peu près ton âge, je suis moi-même religieux, on va être tes parents jusqu'à ce que tu puisses retrouver tes parents, tu iras à l'école, et régulièrement, je t'emmènerai voir tes petits frères, tous les 15 jours. C'était le rêve, mais je ne le voulais pas. J'étais un pressentiment, je disais je ne veux pas être séparée de mes frères. Je dis mais tu ne peux pas aller avec tes frères. Je dis mais si, moi je veux rester avec mes frères, ça ne fait rien d'être en maison d'enfants. Moi, même si je suis plus grande, j'assumerai mes responsabilités, mais je veux être avec mes frères, je les ai amenés jusqu'ici, je veux rester avec mes frères, et surtout je ne veux pas aller dans une famille. Mais moi je n'avais pas son mot à dire. Ils ont eu gain de cause. Il a tellement pu faire du charme aux assistantes qui s'occupaient de ça, que j'ai été emmenée. J'ai donc été séparée de mes frères, j'ai été emmenée dans cette famille. Alors là, il y avait 2 jeunes filles qui avaient une 1 an de plus que moi et une 1 an de moins. Donc je me trouvais juste entre les deux, ça aurait pu être parfait. Je devais avoir ma chambre. Tout de suite en arrivant, on m'a mis dans une espèce de cagibi où il y avait une machine à coudre, un semblant de fenêtre et quand même un lit pour que je puisse dormir. On m'a dit, écoute, ça te suffira. En France, tu aurais eu encore beaucoup moins si tu étais resté en France. On m'a tout de suite mis au pas. Bon, d'accord. Ensuite, c'était l'heure du repas. Alors j'ai dû attendre que tout le monde soit servi. Je trouvais ça assez normal. Bon, pourquoi pas. Hein. Mais ensuite, on m'a tout de suite dit, attention, tu ne reprends pas. Hein. Il faut que tu saches qu'une personne de plus pour nous, ça compte. Bon, c'était des gens extrêmement riches, qui avaient extrêmement possible. Mais on m'a tout de suite mise au pas. Hein. Donc je n'avais pas le droit de manger combien je voulais. Il fallait que j'attende que les filles soient servies. Et ensuite, j'ai eu le droit de me servir aussi. Tout le monde a pu se resservir. Moi, non, parce qu'on m'a tout de suite dit que 2 fois, non, je devais me contenter de ça. Et ensuite, on m'a donné mon programme de la soirée et de la journée du lendemain. C'est-à-dire tout de suite faire la vaisselle, nettoyer les chaussures des filles pour qu'elles les trouvent propres le lendemain matin, et ensuite faire mon programme du lendemain matin, qui était le ménage de la maison.
Alors, bon, j'ai dit que ce n'était pas tout à fait que je devais bien donner un coup de main à la maison, c'était normal. Mais enfin que ce n'était pas tout à fait ça mes conditions. Alors le leitmotiv c'était toujours, tu serais mieux en France? Tu veux retourner en France? J'ai dit non, je veux retourner chez mes frères. Voilà. Et alors donc, ça s'est passé comme ça. Alors j'ai dû m'occuper de tout. Je faisais le ménage dans la journée, monsieur, madame, mesdemoiselles allaient se promener. Mais les moments les plus terribles étaient peut-être encore quand je devais me retrouver seule avec le père. J'avais peur. J'étais une petite oie, il faut bien que je dise que j'étais une petite oie. Je ne savais pas ce que c'était que la vie. À l'époque, mes parents n'avaient pas parlé, dans une famille, on ne parlait de rien du tout. Je ne savais pas du tout ce que c'était, je ne savais pas exactement ce qui nous arrivait, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas clair, qui n'était pas net, qu'il allait m'arriver un pépin. Et j'avais peur quand je me trouvais seule avec cet homme. Et effectivement, il commençait à avoir des gestes contre lesquels bon, il n'est jamais allé... J'ai pu ne pas le laisser aller jusqu'au bout, mais j'en avais une peur bleue, hein, et je me suis méfiée sans savoir exactement de ce qui m'attendait. Hein. Mais par contre, quand sa femme et ses enfants étaient là, on ne pouvait vraiment rien remarquer, mais j'avais une peur bleue. Et dans la journée, j'étais la bonne. Vous voulez nous dire comment il s'appelait, cette femme? Et si je vous dis que parce que vous me le demandez, son nom m'échappe. Et d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi je l'ai. Et puis, bon, mais franchement, j'ai tellement voulu faire un trait, voulu tirer un trait sur ça. Je sais comment s'appellent les autres membres de la famille, mais je crois que quand même. Non, parce que ça peut toucher des personnes, ça peut toucher certaines personnes que je préférerais pas. Donc voilà, j'ai passé des mois là, parce que je ne pouvais pas faire autrement. Je n'ai jamais revenu. Pendant toute cette période, je n'ai pas vu mes frères. Je n'avais pas de contact avec mes parents. Je faisais la bonne. J'avais peur de cet homme. Enfin, j'étais vraiment la Cendrillon. Aussi, dès que j'ai entendu dire que c'était la fin de la guerre, je me suis dit, je ne resterai pas un jour de plus ici. Seulement comment faire? C'est à ce moment-là que j'ai commencé à lui dire, mais puisque je fais la bonne chez vous, je veux aussi avoir une demi-journée de congé, au moins. Je crois que j'ai demandé plus au départ, mais enfin bon, j'ai rabaissé jusqu'à une demi-journée. Il fallait quand même que je fasse quelque chose. Ça a été, comme les discussions étaient très longues, mais j'ai fini par obtenir ma demi-journée. Et je savais, moi, que cette demi-journée, il fallait que je l'occupe intelligemment. C'est-à-dire que je commence à me débrouiller pour pouvoir partir. Tout ce qui me faisait m'est égal. Moi, ce que je voulais, c'était quitter la Suisse. Mais je ne voulais pas non plus quitter la Suisse sans récupérer mes petits frères. Et donc, je passais mon temps, dès que j'avais mes heures de liberté, je n'ai pas quitté. J'ai commencé par aller dans un bureau, c'était pas le bon. J'ai tapé partout où j'ai pu. J'ai commencé par des organisations juives. Et partout où on me disait, mais enfin, tu te rends compte, l'âge que tu as, tu n'as pas d'argent. Tu ne sais pas où sont tes parents. Tu ne sais même pas ce qu'ils sont devenus. Tu ne sais pas s'ils sont en vie. Tu veux partir et tu veux traîner avec 2 petits frères. J'ai dit oui. Et je vais faire tout ça. Il faut que vous me donniez l'occasion, il faut que vous me procuriez des papiers, et une fois que je serai à Lyon, je me débrouillerai. Et ça a duré assez longtemps, et j'ai eu mes papiers, et je suis partie. Et bon. Et là, je ne me rappelle plus comment j'ai prévenu mes parents, là, je ne saurais plus vous dire. Je ne saurais plus comment ma mère est venue me récupérer, ou comment je les ai retrouvés. Là, je ne sais plus très bien. Et vous êtes partie avec vos Et petits frères. Ah oui, alors après j'ai eu l'autorisation, enfin j'ai eu l'autorisation, je l'ai eu que pour moi-même. Parce qu'on m'a dit que puisque moi j'insistais tellement, et on n'avait pas le droit on ne pouvait
pas faire contre moi, d'autant plus que j'avais le droit de décider pour moi, mais que les petits frères, je ne pouvais pas. Alors j'ai recommencé des nouvelles démarches, je ne voulais pas partir seule, je ne voulais pas les laisser, jusqu'à ce que j'ai traîné mes deux petits frères avec moi. Et je suis revenue. Je ne me rappelle plus où et comment j'ai retrouvé mes parents, ça je ne sais pas. Mais enfin, j'ai dû les retrouver très rapidement. Que la vie était facile après en revenant à Lyon, je ne peux pas vous dire. C'était la joie de retrouver mes parents, de se retrouver en famille, ça ne peut pas se décrire, hein, ça ne peut pas s'écrire. Mais la famille, c'était encore très précis, puisque mon cousin avait été pris, il n'avait jamais donné des nouvelles. Une de mes cousines avait été à Auschwitz, il n'était pas revenu. Donc, il restait plus grand monde. Mais enfin, quand même, moi j'avais mes parents, j'avais mes frères, c'était quand même formidable. Ce qui a été aussi difficile quand j'ai commencé mes papiers à Paris, c'est que Lyon n'a pas été libéré en même temps que Paris. Et que Lyon n'était pas encore libre quand moi j'ai commencé mes papiers, n'est-ce pas? Donc, ce qui ça a beaucoup rallongé mes démarches, mais je ne me suis pas laissée abattre et j'ai vraiment battu, je suis arrivée. Mais enfin, une fois que je suis revenue à Lyon, la vie n'a pas été simple non plus. La guerre était vraiment terminée à ce moment-là. Mes parents se retrouvaient sans rien, matériellement, avec 3 enfants qui cette fois-ci devaient commencer des études sérieuses. Chez nous, les études, c'est toujours quelque chose qui a primé, qui était quelque chose de très important. On ne pouvait pas rester à Lyon parce qu'il y avait une question de langue. Mais mes parents étaient toujours étrangers, ne parlaient toujours pas français. Donc il n'y avait pas le choix. Il fallait revenir à Strasbourg. Alors, mon père est revenu en éclaireur. D'abord pour voir s'il allait trouver quelque chose, on allait retrouver quelque chose, trouver un appartement, trouver du travail, et ensuite faire venir le restant de la famille. Donc il est venu en éclaireur pour constater que notre appartement avait été pris par les Allemands, que tous les meubles avaient été enlevés, qu'on n'avait rien retrouvé, et qu'il fallait commencer avec rien, à rien, avec des grands-enfants déjà, et sans métier, et sans pouvoir commencer un travail. Il faut dire quand même qu'entre-temps, entre le moment où mon père est parti ici et le moment où nous avons quitté Lyon, j'ai quand même, mon frère aîné et moi avons quand même fait notre bac. Hein. Donc on partait quand même avec un petit bagage, parce qu'à l'époque le bac avait une valeur, je pouvais dire, et nous partions quand même avec le bac. Hein. Et moi je savais déjà ce que je voulais faire comme études, mon frère à peu près, bon, mais ça devait coûter beaucoup. Alors donc mon père est revenu et il fallait trouver un appartement. Alors il a trouvé un appartement, mais il ne fallait pas payer cher, parce qu'on n'avait pas de quoi le payer. On a trouvé un petit appartement de l'autre côté de la place Kléber, très amusant. Hein. Et c'est une maison qui avait été sinistrée, c'est-à-dire qu'elle était partiellement ébranlée par la guerre. Nous habitions tout en haut, mais par exemple au milieu de la cuisine, il y avait un immense trou. Et on ne voyait pas tout à fait chez le voisin, parce que bon, eux ils avaient aussi une image, mais il y avait un trou. Donc on avait mis une espèce de planche pour aller d'un bout de la cuisine à l'autre. Mais enfin bon, on vivait là-dedans, mais enfin on avait quand même la cuisine, plus une pièce avec un balcon, et puis de l'autre côté du couloir, on avait encore 3 petites pièces, donc on vivait à peu près comme ça. Hein. Je ne sais pas, peut-être, certainement moins encore, hein, encore moins meublé que maintenant, mais il avait trouvé ça et on pouvait y aller. Donc on est arrivé là, on a vécu là-dedans. Et mon père a dû recommencer à zéro, avec zéro. Et là, c'était le même problème. Étranger, juif. Et c'est là qu'il a commencé à faire une demande pour pouvoir au moins porter un autre nom. Alors mon père avait un deuxième handicap. À l'époque, après la guerre, il aurait été assez facile peut-être de commencer un commerce.
Beaucoup de juifs strasbourgeois d'origine polonaise, justement, que nous connaissons, ont commencé des petits commerces, et des commerces, pas des petits, qui sont devenus des grands commerces par la suite, et ils se sont tous à peu près rassemblés, beaucoup se sont mis dans la Grande Rue. C'était plein de commerces juifs, je les connaissais tous. Et seulement, le problème était, le jour où ça marchait le mieux, c'était le samedi à l'époque. Mais mon père était religieux, et pour rien au monde, il n'aurait sacrifié le Shabbat. Même, il disait, ce n'est pas comme si on n'avait pas de quoi manger du tout. On gagne suffisamment à manger pour qu'on puisse manger correctement, mais sacrifier le Shabbat, je ne sacrifie pas le Shabbat, donc il n'a pas ouvert de commerce. Et à ce moment-là, il fallait recommencer. Mais à ce moment-là, on avait déjà monté d'un grade. On faisait plus du colportage, il faisait des marchés. C'était très dur aussi, c'était très dur parce que le marché posait un autre problème. C'était toujours la même chose d'abord. Il n'y avait pas de plat, comme étranger, on n'avait pas droit à la place. Donc la meilleure place était pour les Alsaciens. Et en plus de ça, s'il y avait un contrôle de papier, si vous montriez que vous n'avez pas de papier, on vous arrachait votre stand et on vous obligeait de fermer en plein milieu. Hein. Mais enfin, c'était quand même une place stable. Mais pour avoir une place au marché, il fallait, pour le marché qui commençait à 8h ou à 8h30, il fallait déjà se lever à 3h du matin et aller réserver ça pour être sur place à 4h du matin, réserver sa place jusqu'à 8h, et là, quand il pleuvait ou qu'il ventait, bon, et là, avoir sa place. Mais enfin, c'était déjà plus facile. Alors, il faisait les marchés à Strasbourg, à Saverne, enfin, dans toute la région, mais toujours, on ne voyait pas tellement mon père, parce qu'il rentrait ivre de fatigue à 3 ou 4 heures l'après-midi, il fallait voir ce qui manquait de marchandises, il fallait préparer les marchandises pour le lendemain, se coucher à 3 heures du matin, il fallait de nouveau partir avec la charrette et le baluchon sur l'épaule, hein, et ma mère devait lui aider. On va changer de cassette. Ville Strasbourg, Pays France, langue française, cassette numéro 4. Donc, parlez de votre père qui a commencé à reprendre un boulot au marché, enfin, à pouvoir. Oui, donc mon père a commencé à reprendre son travail, à reprendre un marché, le marché à l'époque, c'était pas comme les marchés d'aujourd'hui où les gens ont leur place, où ils viennent avec des voitures qui sont bien organisées, quand il fait froid, ils peuvent se chauffer un peu, quand ils peuvent manger, etc. C'était pas ça du tout, hein. C'était vraiment la galère. Hein. Il fallait partir à 3h du matin avec un baluchon sur l'épaule, faire 1 heure de train, dans le train mettre les tefilines, parce que sans ça on n'aurait pas pu commencer de travailler, mettre les tefilines, ensuite arriver sur la place, et puis ensuite avoir la place, et puis il fallait qu'il ne pleuve pas, on peut être brûlé par le soleil, ou tout avait été trempé parce qu'il n'avait plus, on n'avait pas eu de quoi couvrir, ou bien il y avait de nombreuses raisons, c'était vraiment terrible comme travail. Hein. Et on rentrait, on était épuisés, il fallait aller rechercher la marchandise, on avait de la marchandise un petit peu dans tout, à Saverne, un petit peu à Strasbourg, il fallait compléter. Et comme ça on vivait, mais enfin en tout cas je peux vous dire une chose, que le vendredi à partir de midi et le Shabbat, c'était la ville de Princesse, la maison était une maison royale. Hein. D'abord, il manquait de rien à la maison, mes parents se transformaient, on prenait un bain, on se changeait de vêtements, on était comme tout le monde, on était vraiment des rois, des reines, des princesses et des princes à la maison, c'était vraiment une chaleur. C'est ça, je crois, qu'au fond, malgré cette vie difficile et cette peur dans laquelle j'ai toujours grandi, j'ai toujours eu peur de quelque chose. J'avais peur du gendarme, j'avais peur des Allemands, j'avais peur des Juifs, j'avais peur parce que j'étais étrangère, j'ai toujours eu peur de quelque chose. Hein. Et chez nous, on a toujours eu peur de quelque chose. Mais je crois que ce qui m'a toujours tenue, c'est qu'il y avait quand même, par ce vendredi et ce Shabbat, et le soir, on fermait la clé, on tournait la clé, et tous les visages rayonnaient. Mes parents, j'ai jamais entendu mes parents se plaindre. C'était dur, mais je les ai jamais entendus pleurer se lamenter sur leur sort. Jamais, jamais, jamais. Jamais, jamais, jamais. C'est quand même extraordinaire. Et donc mon père n'a pas commencé de commerce parce que le Shabbat, sans Shabbat, il ne fallait pas y penser, on ne serait pas arrivé à joindre les deux bouts. Donc il a continué cette vie de marché pendant toute sa vie et ma mère le secondait et lui aidait. Mon père avait quand même compris une chose, c'est que malgré tout, il fallait qu'il porte pas que ce nom de Joskovitch ne pouvait pas le poursuivre et qu'il fallait qu'il ait un nom plus français, que ça lui donnerait quand même certaines facilités.
Et il a fait cette demande pour commencer à s'appeler JOSO, J-O-2-S-O-T. Mais ça dure des années jusqu'à ce qu'on obtienne une naturalisation et jusqu'à ce que ça puisse se faire. Il faut invoquer, donner des raisons, il faut donner des papiers, il y a toujours un papier qui manque. Enfin bon, l'administration française, c'était pas évident. Hein. On y mettait beaucoup de mauvaise volonté à faire ces changements de nom. À Strasbourg même, on rencontrait quand même une autre difficulté. C'est que pour la communauté juive alsacienne, nous étions toujours ce qu'on appelait des Polocs. Et Poloc, ça veut dire polonais. Mais c'est pire que polonais. C'est vraiment quelque chose de très péjoratif. C'est quelque chose qui vous scie les jambes. C'est quelque chose qui vous catapulte, vraiment. C'est quelque chose qui fait de vous un rien du tout. Et pour les Alsaciens, nous étions des Polocs. On avait beau faire les études avec leurs enfants, être sur les bancs des universités, sur les bancs des écoles avec leurs enfants, arriver souvent mieux que leurs enfants dans les études, nous étions des Polocs. Et ça nous poursuivait. Et très peu étaient les Alsaciens qui nous ouvraient leurs portes. Oui, dans les mouvements de jeunesse, on était mélangés. Quel mouvement de jeunesse? Les EI, par exemple, les éclaireurs. J'ai aussi été au Néakiba. Là, on était mélangés. Mais vous alliez dans une choule, même au Mercaz, il y avait aussi des Alsaciens, mais on était toujours quand même des Polocs. Et les Polocs et les Polonais, on se retrouvait toujours malgré tout entre nous. Pourquoi? Pas parce qu'on le cherchait, mais parce qu'on n'avait pas le choix. Il fallait bien qu'on ait des amis aussi. Hein. Ce qui fait qu'on a eu finalement assez peu d'amis alsaciens. Parce que même si pour la jeunesse, ça ne se ressentait pas tellement, pour leurs parents, on était des Polocs et on n'aurait jamais pu nous recevoir chez eux puisqu'on était Polocs. Et ça, c'était vraiment, ça a été un gros handicap. Hein. C'est quelque chose qui, à moi personnellement, m'a beaucoup gênée, qui m'a fait beaucoup me replier sur moi-même, qui m'a rendue assez timide. J'avais aussi envie de dire, mes parents font ceci et cela. Enfin, ils ne sont pas des marchés, tout de suite on vous regardait. Je n'avais pas honte, mes parents, mais je me sentais regardée quand je disais. Tout de suite, quand les autres disaient mon père et ceci, ma mère et cela, moi je disais ma mère fait le marché, mon père fait le marché. Il y avait un froid tout de suite. Hein. Et c'est quelque chose que j'ai toujours ressenti. Hein. Donc, il y avait toujours, on se sentait un petit peu écarté des autres Alsaciens. Même si on faisait partie des mêmes groupements, il y avait quand même une cassure quelque part. Malgré tout, nous sommes arrivés tous les trois à faire des études tout à fait honorables, hein, puisque moi-même, je suis devenue infirmière et après, à la fin de mon j'ai travaillé pendant longtemps, j'avais un cabinet à mon nom, j'étais donc installée à mon nom. Mon autre frère était chirurgien dentiste et le petit frère est devenu cardiologue. Donc nous avons bien réussi nos vies professionnelles. Interruption pour des raisons techniques. On continue donc à propos de votre vie professionnelle. Vous disiez que vous aviez, tous les enfants, réussi votre vie professionnelle. Vous vouliez peut-être dire quelque chose à propos de votre vie privée? Oui. J'ai donc fait mes études d'infirmière et tout de suite après, et je les ai interrompues. Normalement, au fait, je voulais faire des études d'assistante sociale. Et j'ai été choisie aussi
par la directrice de l'école d'assistance sociale, qui va de pair avec l'école d'infirmière, pour pouvoir, il fallait être trié pour avoir le droit de choisir pour pouvoir faire l'école d'assistance sociale. Et j'ai été choisie pour faire après l'école d'infirmière, l'école d'assistance sociale. Seulement, ça demandait 2 années d'études supplémentaires. Et bien que j'étais fortement intéressée, bien que j'étais fortement poussée par la direction de l'école d'infirmière et de l'école d'assistance sociale, moi, je savais que j'avais derrière moi 2 petits frères. Je savais les conditions matérielles difficiles de combien mes parents travaillaient. Et je me suis dit, je n'ai pas le droit de continuer des études. Moi, je ne suis qu'une fille, je n'ai pas le droit de continuer des études. Et je me suis interrompue dès que j'ai eu mon diplôme d'infirmière. Ce qui fait que même quand le lendemain de diplôme d'infirmière, mes camarades de promotion sont allés faire la fête, moi, j'avais déjà ma place et je suis allée travailler le lendemain de mon diplôme. Mais je l'ai fait sans regret, par choix. Tant pis si je n'ai pas été infirmière, ça m'aurait bien plu quand même. Assistante sociale. Oui. C'est peut-être à cause de ça aussi que par la suite je me suis dirigée non pas pour rester infirmière d'hôpital, mais pour devenir infirmière libérale, où j'avais un contact beaucoup plus grand et un suivi beaucoup plus important avec mes malades et leur famille. Je pense que c'est la raison principale aussi. Mais dans un premier temps, j'ai commencé donc par travailler en clinique, mais je ne suis pas restée longtemps parce que je me suis fiancée, je me suis mariée et j'ai quitté Strasbourg pendant quelques années. Mais vous permettrez que je ne m'attarde pas et que je ne parle pas de ma vie de femme mariée. Et ceci pour plusieurs raisons. Bien sûr, la principale, c'est que j'ai du mal, que je n'ai pas envie d'en parler. Mais la raison principale surtout pour laquelle je n'ai pas envie d'en parler, c'est parce que l'intéressé, le partenaire, les intéressés sont encore en vie. Et comme nous ne nous sommes pas vraiment revus depuis notre séparation, que nous n'avons pas essayé d'éclaircir nous-mêmes, entre nous, d'abord le problème, je ne veux pas le faire autrement et vis-à-vis, en face d'autres personnes. Donc je vais sauter ces quelques années en vous disant simplement que, bien sûr, j'ai changé mon nom, en me mariant, j'ai changé mon nom de Yoskovic contre le nom de mon mari. Et curieusement, une fois que j'ai changé le nom de Yoskovic contre le nom de mon mari, est arrivé l'accord comment on appelle ça, l'accord officiel de mon changement de nom de Yoskovic en Josso. Car j'avais oublié de vous dire que quand mes parents ont obtenu la transformation de leur nom de Yoskovic en Josso, l'administration française n'avait pas fait le changement pour les enfants. Ce qui fait que les parents s'appelaient déjà Josso et moi je m'appelais encore Yoskovic. Voilà, donc j'ai repris mon nom de... Donc finalement, j'ai repris mon nom de Josso et je me suis retrouvée avec le nom de Josso. Je voulais... Autre interruption pour incident technique. On continue. Je voulais vous demander pourquoi vous avez tenu à faire ce témoignage, à témoigner. Vous avez une raison bien précise. Voulez-vous nous la raconter? Oui, ce témoignage, je l'ai fait par devoir vis-à-vis de ma cousine germaine, Antoinette Ferberker. À Antoinette, je lui dois beaucoup. Je lui dois beaucoup parce que c'est elle qui, pendant ma vie à Paris, m'a beaucoup soutenue, m'a permis de tenir le coup,
m'a permis de m'en sortir, de relever la tête et de redémarrer dans la vie après mon mariage raté. Je tenais à le faire pour Antoinette aussi, non seulement pour la remercier, mais aussi parce que je lui dois ce que je n'ai jamais pu lui raconter, ce dont je suis la seule à me souvenir, la seule à avoir vécu, la seule à avoir assisté. C'est le soir où, malheureusement, on est venu à la maison prendre si sauvagement son frère Shlomo. Voilà Antoinette, cette carte parviendra, je l'espère. Cela va être dur, mais après tant d'années, je te devais la vérité. Je t'embrasse. Auriez-vous un message à laisser aux gens autres qu'Antoinette qui vont entendre éventuellement votre témoignage? Oui. Je n'ai pas voulu parler de ma vie familiale, je n'ai pas voulu parler de ma vie de femme mariée. Je suis à la veille de faire mon alia. Je vais donc partir en Israël. La décision a été difficile. Elle a été très difficile. Elle a été très difficile parce que il y a pas tout à fait, il y a 1 an et demi, j'ai perdu ici à Strasbourg mon petit frère, celui que j'appellerai toujours mon petit frère, qui est mort brusquement, qui a été enterré en Israël. Un petit frère qui était pour moi plus qu'un petit frère. C'était bien sûr, et il restait toujours le petit frère, mais c'était mon confident, mon conseiller. C'est là, nous étions de connivence, même si nous ne nous voyions pas tous les jours. Même si, comme entre frères et sœurs, nous avions des divergences et que de temps en temps, nous n'étions pas d'accord, même pas très d'accord, moins que d'accord, mais malgré tout, il y avait entre nous une connivence. Et toujours est-il que, quand je me retrouvais seule ici à Strasbourg et que j'avais quelque chose qui me tracassait pendant des heures, des jours, il m'arrivait de prendre le téléphone, même à 10h du soir, 11h du soir, de lui raconter. Et immédiatement, j'avais l'impression que le problème s'était envolé, qu'il était réglé, rien n'était fait, et tout était fait, je ne ressentais plus rien. Donc, je viens de perdre mon petit frère. Mes parents sont enterrés en Israël. Mon fils et mes petits-enfants vivent en Israël. Et le rêve de mon fils a toujours été que je vienne le rejoindre en Israël. Mais j'avais mon frère ici. J'avais passé toute ma vie ici. Et ici, Strasbourg, c'est plein de souvenirs. C'est toute une vie. C'est beau. Mais je pars. Et je crois.